Bonjour, excusez-nous pour ce petit retard à l'allumage, on a eu des petits problèmes techniques, mais à première vue, tout est résolu. Donc, on va pouvoir d'ores et déjà commencer ce premier webinaire. Donc, tout d'abord, merci d'avoir répondu présent à ce premier webinaire. Je vais introduire le propos en évoquant quelques mots déjà au sujet de Calivi. Donc, Calivi, c'est un groupement des caisses de retraite au niveau régional sur le bien vieillir. Dans l'objectif de mutualiser leurs moyens et de s'assurer de l'atteinte d'objectifs communs à la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, les MSA de Bourgogne et de Franche-Comté, ainsi que la GIRCARCO, elles se sont réunies au sein de cette structure qui s'appelle désormais Calivi. La mutualité française Bourgogne-Franche-Comté est également un acteur majeur de la santé solidaire et a choisi de s'engager aux côtés de Calivi et de s'impliquer notamment dans ce programme de prévention que sont les atouts de l'âge. Alors, ce programme, c'est une réponse complète aux besoins des seniors vivant et en résidence autonomie et en MARPA, mettant à disposition un panel d'ateliers conçus pour prévenir la perte d'autonomie du public qui vit dans ces résidences. Ce programme propose tout un panel d'ateliers avec une animation qui est faite par des professionnels et des experts qui sont reconnus sur le domaine. Et ces derniers encouragent des comportements préventifs autour de thèmes phares tels que la nutrition, le sommeil, la prévention des chutes, mais également l'estime de soi et l'escrime, mais on aura l'occasion de reparler dans un second temps. Pourquoi ce webinaire? En fait, il fait suite à un sondage auquel certains d'entre vous ont répondu, qui a fait ressortir notamment un besoin de partager entre professionnels des informations, mais aussi des expériences autour de thèmes spécifiques. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes réunis autour d'un premier sujet qui est la prévention. On va essayer de faire un petit point sur ce qu'est la prévention. Donc, on est plutôt sur l'introduction de ce qu'on va proposer sur les webinaires à venir. Et il y aura aussi l'occasion, effectivement, je vous invite d'ores et déjà à suivre les prochaines invitations où on aura l'occasion d'évoquer d'autres sujets. Vous pouvez également nous en proposer au cas où, si besoin. Je vais me permettre de vous présenter les deux experts qui vont animer ce débat. Donc, tout d'abord, France Mouret, qui est professeur émérite à l'Université de Bourgogne et qui intervient notamment au laboratoire d'INSERM en matière de physiologie et effets de l'âge. Nous avons également, aux côtés de France Mouret, donc Nicolas Forel, qui est maître d'armes au club d'escrime de Quetigny et qui est également animateur et qui intervient dans le cadre d'Escrimez-vous, l'atelier Escrimez-vous du programme des atouts de l'âge. Alors, je vais quand même me permettre de représenter les deux personnes qui vont intervenir au cas où vous n'auriez pas compris l'information. Donc, France Mouret, qui est professeur émérite à l'Université de Bourgogne et intervenant également au niveau du laboratoire INSERM sur la physiologie du mouvement et les effets de l'âge. Et également Nicolas Forel, qui est maître d'armes au club d'escrime de Quetigny et animateur au niveau de l'atelier Escrimez-vous du programme des atouts de l'âge. Alors, juste quelques règles rapidement avant de donner la parole à nos experts. Vos micros sont coupés, mais bien évidemment, et vous l'avez déjà compris, vous pouvez nous alerter sur des problèmes de son notamment, mais également des questions ou des expériences à nous partager via le fil de discussion. Donc, on va passer directement au vif du sujet avec donc une première intervention de professeur Mouret. Alors, professeur Mouret, quelle est la particularité des résidences autonomie en termes de public? Merci de me donner l'occasion de partager un certain nombre de choses avec vous sur ces questions. La population que nos auditeurs connaissent bien, qui est la population des résidences autonomie, est une population qu'on va faire rentrer, je vais le développer un petit peu plus loin, dans la catégorie des personnes qu'on dirait plutôt fragiles. Et sur la première slide qui devrait apparaître évidemment sous peu, j'avais écrit entre angélisme et agisme. C'est-à-dire qu'on a parfois un regard comme ça, à dire non, mais ces personnes, elles vont très bien. Ou au contraire, ah oui, elles ont des grosses difficultés. La population, elle est réellement entre ces deux points cardinaux et elle correspond forcément à une certaine fragilité, sinon évidemment les personnes ne seraient pas dans les résidences autonomie. En termes de prévention,
je vais détailler un petit peu cela, mais les textes que vous connaissez bien sur la prévention aujourd'hui parlent de cette fameuse prévention de la perte d'autonomie. Et les mots sont un peu des mots valises parfois, hein, c'est-à-dire un ensemble d'actions qui visent à anticiper, à accompagner les effets du vieillissement. Et derrière ça, il y a sans doute des confusions que je vais essayer de lever sur ce que pourrait être le vieillissement normal et le vieillissement pathologique. Et la perte d'autonomie qui n'est pas du tout une fatalité quand on avance en âge. Puis cette notion évidemment de qualité de vie. Pour cela, diapo, je vais m'aider de ce petit schéma que vous allez voir apparaître, qui est un schéma qui est très connu dans le domaine de la gérontologie et qui évoque les réserves fonctionnelles. Alors, sur ce schéma, la courbe 1, en gros, correspond au vieillissement normal. C'est-à-dire qu'on perd un peu un certain nombre de capacités, mais qu'on en a largement assez, surtout si on les a développées et qu'on les entretienne, pour aller très tard dans la vie. Et puis vous voyez cette courbe 2, qui est une courbe qui est une sorte de vieillissement plutôt pathologique cette fois, avec la présence d'un certain nombre de maladies, mais aussi ce qui active tout ça, la question de la sédentarité, qui est un peu au cœur de nos préoccupations. Et puis les flèches bleues, qui sont les flèches 3, et qui correspondent à des événements qui viennent précipiter le mécanisme et qui font rentrer dans ce qu'on appelle l'insuffisance. Alors, on parlera peut-être de la chute comme ça en mode d'exemple, mais la chute, c'est typiquement cela, c'est-à-dire que ça vient révéler une fragilité sous-jacente. Et je crois que c'est très important quand on travaille en résidence autonomie, qu'on ait déjà cette idée de cette réserve fonctionnelle qu'on va essayer de maintenir le mieux possible avec des actions de prévention. Alors, selon l'OMS, il existe plusieurs types de prévention. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, l'OMS nous avait beaucoup aidé il y a plusieurs décennies de cela déjà, en faisant une première classification, en nous expliquant qu'il y avait ce qu'on appelle la prévention primaire. C'est ce que vous et moi, chacun de nous, peut faire tous les jours. C'est-à-dire grâce à un mode de vie, à une hygiène d'alimentation, à une activité physique régulière, à des heures de sommeil préservées, eh bien, on prévient une dégradation, entre guillemets, de notre capital santé. C'est vraiment la prévention primaire, alors qu'on ne souffre de rien. À l'extrême, la prévention tertiaire, c'est ce qu'on fait finalement, par exemple, dans le monde des EHPAD. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont porteurs de plusieurs maladies, qui sont dépendants, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore prévenir un certain nombre de choses. Et puis entre les deux, ce qui intéresse sans doute le plus les résidences autonomie, c'est la prévention secondaire. C'est-à-dire la capacité à détecter des phénomènes qu'on va appeler pour l'instant de fragilité, qui peut être dans le domaine de l'équilibre, une petite plainte ou parfois une première chute, qui nous fait rentrer dans la prévention secondaire. C'est ce qui est reprécisé dans la diapositive suivante, car on parle aussi dans un certain nombre de textes de ce qu'on appelle la prévention universelle. Alors là, on dit, ben voilà, il faut que tout le monde mange des fruits et des légumes par jour, comme ça, quel que soit l'âge, quelle que soit la population. Voilà. Parfois, c'est un peu, ça rejoint parfois un petit peu la notion de principe de précaution. Voilà. Et puis, il y a la prévention orientée, celle qui va cibler une population. Et là, on est typiquement dans notre question, c'est-à-dire, là, on a affaire à des gens âgés, avec quelques éléments de fragilité, et on va dire qu'on va orienter une certaine prévention à destination de cette population. Et puis, encore mieux, la prévention ciblée, moi, à mon avis, plus on est précis dans les termes et dans les objectifs qu'on a, mieux ça fonctionne. Parce que le genre, la prévention de la perte d'autonomie, ça a un côté de tarte à la crème, qui fait que finalement, derrière, on peut mettre tout et son contraire. Si on cible véritablement un certain nombre de choses, et je garde l'idée d'un risque de chute, par exemple, mais on a d'autres choses, comme la dénutrition, ou comme, voilà. À partir de là, on peut construire des programmes de prévention avec des objectifs qui soient le plus précis possible. Dans la diapo suivante, je vous parle un petit peu de troubles cognitifs et de maladies de type Alzheimer à titre d'exemple, parce que c'est assez récent cette affaire. Jusqu'à il y a
allez, 2 ou 3 ans, j'aurais pas osé titrer une diapositive prévention et maladies de type Alzheimer. Donc voilà une prévention qui est en train de naître, qui est ciblée sur une maladie. Pourquoi? Parce qu'on a avancé dans la connaissance sur cette maladie. On sait qu'il y a des facteurs génétiques, on sait qu'il y a un certain nombre de facteurs, et puis il y a des facteurs déclenchants. Donc, si on joue sur l'activité physique, si on joue sur la prévention des maladies cardiovasculaires, si on joue sur la nutrition, eh bien, on sait qu'on contribue à la prévention, on ne va pas éradiquer, mais on contribue à la prévention de l'installation de cette maladie. Donc, l'exemple du trouble cognitif, qui concerne peu, pour l'instant, les résidences autonomie, est là uniquement pour vous faire comprendre que, encore une fois, quand on utilise le mot prévention, il faut mettre quelque chose derrière. Et en l'occurrence, les ateliers dont on parlera dans un instant évoqueront également cela. Et maintenant, attelons-nous à une description du vieillissement. Comment le définiriez-vous? Ben voilà une belle question. Vous avez 3 heures. Je l'ai essayé d'être beaucoup plus synthétique que cela, mais c'est l'idée d'un processus qui est extrêmement lent, qui est extrêmement progressif, et que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas si bien connu que cela, en particulier en ce qui concerne les fonctions motrices. Et donc, on doit absolument, encore une fois, distinguer un vieillissement normal d'un vieillissement pathologique. Quand on voit écrit sur un article quelconque « prévention du vieillissement », il faut être extrêmement prudent. Parce que pour arrêter le vieillissement, pour l'instant, on connaît qu'un processus, c'est la mort. Donc, c'est sûrement pas ce qu'on cherche. Hein. Ce qu'on veut prévenir, c'est le mauvais vieillissement. Le vieillissement, je veux dire par là, d'une manière un petit peu triviale, que le vieillissement, il est lié au processus de vie. Et que quand il est normal, encore une fois, il l'accompagne toute la vie et d'une manière tout à fait, permettant tout à fait de continuer à cette fameuse qualité de vie que j'évoquais dans la première diapositive. Alors, attention à toutes les categorisations qu'on utilise, au-delà de tel âge, mais l'OMS nous a incité à ça évidemment. Qu'est-ce que c'est que la gériatrie, la médecine au-dessus de 75 ans, enfin voilà, le fait de mettre des barrières d'âge comme ça ont tendance à créer la confusion. Qu'est-ce que c'est qu'être vieux? On est tous le vieux de quelqu'un, voilà. Et par contre, on sait à partir de quand le vieillissement doit être considéré et est considéré comme anormal. Puis on reparlera du regard agiste qui est porté sur ces questions. Et puis peut-être encore une autre idée sur le vieillissement, et bien que c'est qu'aucun de nous ne va vieillir à la même vitesse. Donc un vieillissement très différentiel qui nous amène à une population finalement extrêmement hétérogène. D'où ce qu'on dira tout à l'heure en termes de personnalisation des approches. Alors, c'est un phénomène d'une complexité absolument redoutable. Il y a tout ce qui est génétique. Alors, les gens disent, oui, mais voilà, c'est dans les gènes. Alors, à peu près 30% des phénomènes liés au vieillissement est lié au patrimoine génétique, mais il y a aussi tout ce qui est lié, donc, pour 30% à peu près, au mode de vie, et puis tout ce qui est lié au phénomène qu'on dit stochastique, c'est-à-dire au hasard de la vie. Et c'est le mélange de tout ça qui détermine en quelque sorte le socle de qualité du mode de vieillissement. Il y a évidemment les maladies qui interviennent, hein, et là, c'est un peu plus compliqué, mais encore une fois, la prévention joue un rôle important, parce que si on prévient les maladies cardiovasculaires, on a une meilleure qualité de vieillissement. Et puis, j'allais dire, presque la question qui m'intéresse le plus, c'est l'entretien de la fonction. Et on sait que le toxique le plus important pour la personne qui vieillit, c'est de ne rien faire. Et c'est la sédentarité. Et donc, on sait aujourd'hui que l'entretien de la fonction, qu'elle soit cognitive ou motrice, est absolument nécessaire. Et puis, dans la diapo suivante, je vous ai mis un schéma qui ne doit pas vous faire peur, qui est au contraire juste là pour vous éclairer un petit peu ce que je viens de dire. Ce sont des notions assez récentes hein, dans la littérature, qui consistent à dire que, ben voilà, en vieillissant,
on perd effectivement un certain nombre de choses, mais on n'arrête pas de compenser les choses qui commencent à se détériorer. Et ça, ce processus de compensation, c'est vraiment notre support pour la prévention. C'est-à-dire qu'on va tout faire pour renforcer son mode de compensation. Et vous savez, quand dans la vie courante, on entend dire oh, bah, cette personne, elle a pris un bon coup de vieux, c'est pas qu'elle s'est réveillée un matin vieille. C'est que, pour une raison, on peut analyser la plupart du temps, son processus de compensation ne marche plus. Défaillite. Et si on peut analyser ça, là, on peut faire de la prévention extrêmement efficace. Si vous avez un équilibre qui n'est pas très bon, et puis que vous servez beaucoup de votre sensibilité plantaire, puis que tout d'un coup, vous avez un durillon au pied, et bien tout d'un coup, vous allez très mal marcher. Pourquoi? Alors qu'un durillon, c'est bon, voilà. Et c'est parce que vous êtes en train de décompenser l'ensemble de la fonction que vous aviez réussi à maintenir. Donc, on travaille beaucoup, nous, sur cette question de mieux comprendre les processus dits de compensation. Tout ça, ça conduit à une classification qui est beaucoup utilisée aujourd'hui dans les politiques de santé. C'est de dire que la plupart des personnes ont un vieillissement réussi. Et beaucoup de politiques de prévention se tardent d'amener les gens à un vieillissement réussi. Qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont dans la grande dépendance, c'est la population qu'on connaît bien aujourd'hui dans les EHPAD, mêlant le plus souvent troubles cognitifs et déficit moteur. Et puis entre les deux, c'est une population qui nous préoccupe tant, parce que là, il y a des choses à faire, des choses réversibles, qui est cette population que l'on dit fragile. Justement, cette fragilité, comment la définir au vu de tout ce que vous venez de nous expliquer, professeur Moret? Alors là aussi, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de littérature. Chacun s'est emparé un peu de la question, depuis les côtés les plus biologiques, en passant par la médecine, jusqu'aux auteurs en sociologie, par exemple, pour définir fragilité et vulnérabilité, par exemple. Alors, là, ce qui me paraît important, c'est de comprendre que c'est à multifacette, la plupart du temps, que c'est lié à cette diminution des réserves fonctionnelles. Et dans des programmes de prévention qu'on appelle aujourd'hui type ICOP, etc., on va essayer de détecter le plus tôt possible des signes de fragilité. Qu'est-ce qu'on fait simplement? Eh bien, on essaie de repérer sur la courbe que je vous ai montrée à quel moment la réserve serait anormalement basse, finalement, pour l'âge. Même si la personne va bien, parce qu'elle est encore dans sa zone de compensation, mais peut-être qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que ça bascule. C'est typiquement ça, la fragilité, et c'est ces personnes qui vont être exposées à tout moment à des risques, alors que la maladie ou l'accident est très bénin. En regard de leur fragilité, ça va prendre des proportions démesurées. C'est ce qu'on voit chaque année, je ne reparlerai pas du Covid, mais c'est ce qu'on voit chaque année avec la grippe. La grippe, elle est la même chez le sujet de 20 ans, chez le sujet de 30 ans, chez le sujet de 80 ans. Mais certains sujets fragiles de 80 ans vont avoir des conséquences fonctionnelles de la grippe qui sont démesurées d'une certaine manière. Donc la fragilité, c'est ça. C'est l'exposition comme ça à un risque de décompensation à tout moment. Dans toute cette affaire, je crois qu'il faut bien... Alors, il y a d'un côté la littérature scientifique qui est très complexe, qui est très riche maintenant, etc. Et puis, il y a des choses simples sur lesquelles il faut s'appuyer pour, encore une fois, développer des programmes de prévention. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, il y a 3 rubriques essentielles avec des très bons niveaux de preuve, comme on dit dans la science. C'est d'une part la nutrition. Deuxièmement, l'exercice physique, l'entretien des fonctions motrices. Et puis troisièmement, le lien social. Et quand on réunit dans la mayonnaise ces 3 éléments-là, eh bien, on est presque sûr de gagner la partie, même s'il y a d'autres choses, évidemment, qui déclinent de tout cela. Du coup, on en arrive au problème de l'agisme que vous avez évoqué tout au début. Quel est l'impact de l'agisme sur ce public?
Alors, il est considérable. C'est une notion relativement récente. C'est nos collègues belges en particulier qui nous ont amené beaucoup d'éléments sur cette question. Le mot même n'est encore pas très bien connu. Et évidemment, il nous évoque racisme, sexisme, etc. C'est-à-dire une idée préconçue, une idée plaquée comme ça sur un phénomène qui est encore une fois un phénomène normal, physiologique, et qui amène à catégoriser les individus dans une société, parfois même à réduire le raisonnement. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça touche chacun de nous, chaque personne, alors dans notre vie de citoyen, mais évidemment dans le vécu, par exemple, des résidences autonomie, la manière dont on va travailler dans une résidence autonomie, dont on va la piloter pour vous qui en êtes des directeurs, peut être plus ou moins imprégnée d'une forme d'agisme. Mais parfois avec les meilleures intentions du monde. Hein. C'est-à-dire c'est une façon de regarder, c'est une manière de chausser ses lunettes. Et encore une fois, dans l'exercice physique, par exemple, si on a chaussé les lunettes de l'agisme, eh bien, on a tendance à mettre des objectifs qui sont en dessous de ce que en fait, les personnes pourraient faire. Donc, de penser qu'a priori, de toute façon, ces personnes n'y parviendront pas. Ou plus encore, d'arriver avec l'idée que à quoi ça sert à cet âge-là. Voilà. L'agisme, c'est ça. C'est une maladie extrêmement pernicieuse, dangereuse, qui peut faire capoter des projets qui, au départ, étaient tout à fait bien montés. Voilà. Et encore un petit mot là-dessus, juste pour vous dire que les soignants, médecins, paramédicaux, etc., sont les... Et si je vous le dis, c'est parce que les études le montrent, hein, ça a été étudié, sont les premières victimes de l'agisme. C'est-à-dire que les soignants sont souvent plus agistes encore que les autres. Parce qu'ils voient en permanence des gens malades, des gens âgés malades. Et ils finissent par penser qu'être âgé, c'est être malade. Donc, ça fait partie d'une acculturation que de dire il faut faire très attention au regard porté sur cette population. Voilà, je ne sais pas très bien où on en est dans le temps, mais enfin, peu importe, on aura le temps pour les questions et puis de laisser la parole. Pour moi, sur tout ce que j'ai essayé de vous dire là, je terminerai en disant que pour les raisons évoquées, du fait que le vieillissement est un processus très individuel, propre à chacun, chaque individu vieillit à sa vitesse, toutes les approches qui seront proposées devront être au maximum personnalisées. Les protocoles de rééducation, d'activité, de ce qu'on veut dans le domaine de la population âgée, je n'y crois pas une seconde. On peut donner des axes, oui, on peut donner des idées importantes, mais il y a un stade où il faut personnaliser. C'est la physiologie qui nous le dit, c'est pas moi. La deuxième chose, c'est là aussi pour revenir à ce que je disais, qu'il faut avoir des objectifs précis. On ne fait pas bouger des gens âgés pour le plaisir de les faire bouger. Le jeune, par définition, fixe lui-même ses objectifs. L'âgé aura beaucoup plus de mal à cela. Et donc, il faut des choses claires, il faut des choses qui aient du sens. Quand les gens âgés commencent à dire « mais à quoi ça sert ça ?» Et bien souvent, ils ont raison. Et si on ne peut pas en face leur dire « voilà à quoi ça sert », en général, ça ne marche pas en termes de motivation à l'action. On travaille aussi beaucoup sur la question du dosage. Hein, combien d'heures de pratique, combien la durée des séances, voilà. Et toute la littérature a tendance à montrer que plus on peut en faire, meilleur c'est, en gros. Hein. Et que ce soit de la danse, que ce soit de l'activité physique, que ce soit, voilà, on a des résultats très probants entre les dosages. Et une question qui est difficile dans les structures telles qu'elles soient, c'est la pérennité des actions. C'est-à-dire qu'il faut que ça s'inscrive dans le temps. Si on développe un petit truc quelques semaines et puis on s'en va, bon, ben, peut-être ça a attiré la motivation des personnes, mais si on veut des vrais effets, il faut être pérenne. Et donc, pour conclure, prévention et vieillissement, j'ai envie de vous dire que c'est un vrai parcours de prévention qu'il faut penser. Hein. Depuis une prévention primaire, avec des personnes qui vont très bien, quel que soit l'âge, jusque parfois une prévention tertiaire,
avec, en résidence autonomie, plutôt quelque chose de l'ordre de la prévention secondaire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. J'espère que comme moi, vous avez pris quelques notes sur ces informations hyper intéressantes, hyper riches, et qui nous ont donné vraiment éclairé sur plusieurs items. On a parlé vieillissement, agisme, fragilité. Vous avez bien posé le cadre. Et donc, du coup, maintenant, on va laisser la parole à Nicolas Forel. Donc, du coup, entre autres choses, animateur de l'atelier Escrimez-vous. Puisque l'escrime fait partie donc des 13 thématiques du programme des atouts de l'âge. Donc déjà, dans un premier temps, expliquez-nous comment se passe un atelier Escrimez-vous. Comment vous travaillez en prévention dans le cadre de cet atelier? Alors, bonjour à tous déjà. L'atelier Escrimez-vous, en fait, ça se passe en 12 séances. On va commencer tout simplement par une première séance qui va nous permettre de trouver la typologie du public qu'on va avoir. Parce qu'une session que ce soit en résidence autonomie, en maison de retraite, etc., n'a jamais la même configuration. Il est quasiment impossible de prévoir son cycle de 12 séances avant d'avoir vu le public et commencer à travailler sur certains points. Et grâce à ça, on va se permettre de l'adapter et on va aller chercher une progression sur un cycle de 12 séances avec des items qui peuvent être différents. On va avoir un public qui va être très centré, par exemple, sur l'histoire. Donc, on va partir plutôt sur une thématique avec de l'histoire. On va avoir un public qui n'est pas du tout sensible à l'histoire. On va partir sur de l'escrime peinture ou sur de l'escrime, on appelle ça artistique, mais on va penser à du théâtre, créer une représentation, un petit spectacle à la fin. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont possibles. Et on va toujours s'adapter au public et au lieu aussi, parce que les configurations sont toujours différentes et on ne peut pas tout faire dans n'importe quel lieu. Voilà. D'accord. Merci pour ces précisions. Ça me fait penser qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir certaines réticences, certaines inquiétudes de la part de résidents autonomie voilà, qui n'oseraient pas mettre en place de l'escrime au sein de leur résidence. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer? Et déjà, combien de blessés? Alors, déjà, je peux rassurer tout le monde, depuis que l'escrime santé existe, il n'y a pas eu de blessés dus à la pratique de l'escrime. Bon. Ça apparenté comme beaucoup de sports. On est un sport, mais on est aussi actif sur le domaine de la santé. Et on a adapté le programme d'escrime sportive à la santé. Donc, ça colle en fait aux besoins du public. On va aller utiliser, par exemple, des sabres qui sont en plastique. Alors, j'en avais ramené un petit pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est du sable plastique qu'on utilise aussi, nous, dans le milieu sportif, avec les écoles. Donc avec les enfants qui peuvent être âgés de 4 à 6 ans. Vous ces petits sables plastiques, je peux me taper dessus, je ne vais pas me faire mal. Donc il n'y a aucun risque de blessure. Et bien sûr, on fait des séances qui ne sont pas de l'opposition. Le but n'est pas d'aller toucher son adversaire. On va aller chercher des cibles, jouer avec des usages qui peuvent être multiples et différents, mais il y a des ballons, des chasubles. Enfin, voilà, on peut utiliser, j'allais dire, presque tous les objets du quotidien pour adapter un exercice aux besoins. Merci pour ces critères qui nous ont permis, je pense, auprès de tout le monde, de nous rassurer et de pouvoir déployer notamment l'escrime auprès du public âgé. Rappelons-nous, hein, c'est quand même cette thématique, elle a été déployée dans un premier temps au niveau des EHPAD, bien avant la résidence autonomie. Donc, quelque part, on peut en être rassuré. Et enfin, j'ai une troisième question qui concernerait les bénéfices et les effets que vous avez eu l'occasion de constater parmi les bénéficiaires de ces actions. Alors, je vais essayer de ne pas être très long, mais globalement, quand on va faire un cycle d'escrime santé, on va aller travailler sur des aspects qui peuvent être moteurs, cognitifs, qui vont nous permettre en fait de jouer et de s'amuser et en même temps de réaliser par exemple des effets du quotidien. À l'esprit me vient un exemple d'un cycle que j'avais fait il y a quelques années avec une dame qui depuis des années ne se peignait plus de par le geste. Et dans le cycle, on a travaillé, alors, sans être trop technique, sur ce qu'on appelle la parade de Kahn, donc qui est un mouvement de défense de la tête, mais qui s'apparente à lever le bras et à aller se peigner. Et le retour que nous
nous a fait cette dame par la suite, c'était qu'elle ne se sentait pas capable de se peigner. Alors, il n'y a peut-être pas que ça, mais je pense que ça a grandement aidé pour que cette dame prenne conscience j'allais dire, de l'utilité ou du moins de ses capacités pour réaliser des actions du quotidien qu'elle ne faisait plus. Ok, c'est un exemple très parlant, ouais, effectivement, pour des mouvements dans le quotidien, et c'est plutôt très positif. Merci Nicolas, merci professeur Mouret. Moi, ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que on a entendu beaucoup de choses hyper intéressantes. J'ai retenu quelques mots-clés: parcours de prévention, individualisation des techniques et de la prévention. J'ai entendu aussi pérennité, qui m'a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, et c'est pas seulement valable sur la prévention des chutes, mais on est d'accord que même sur la lutte contre l'isolement social, à tous les niveaux, on a besoin de pérenniser les actions pour créer une forme de réflexe. Et j'ai le dernier mot dont on a bien entendu parler plusieurs fois, qui est la sédentarité. Et c'est la clé, la lutte contre la sédentarité, c'est bien le maître mot et la clé, quels que soient les publics, qu'ils soient en résidence autonomie, mais principalement sur les publics plutôt âgés. Donc, merci à vous deux d'avoir accepté de partager et de votre temps et de vos connaissances avec nous. Je voudrais rebondir aussi sur le programme des atouts de l'âge, puisque pour information, vous pouvez, alors il y a le diaporama qui va se réactiver, et avec sur la dernière slide les coordonnées de la coordinatrice, juste après, du coup la coordinatrice qui déploie le programme des atouts de l'âge au niveau des résidences autonomie. Donc c'est Justine Chang, que vous pouvez contacter par numéro de téléphone portable et l'adresse mail que vous pouvez que vous avez à l'écran. Vous pouvez la contacter, et c'est elle qui va convenir avec vous des sujets, des ateliers que vous souhaiteriez mettre en place. Donc du coup, ce programme des atouts de l'âge, on en a fait un film. Et ce film, on vous propose de vous le présenter. En fait, il est disponible sur la page YouTube de Calivi, mais on va vous le proposer puisque il est intervenu au moment où il y a eu des animations qui sont faites sur 3 résidences autonomie différentes, et on croise les... Il est en congé. Donc du coup, on a un petit problème technique par rapport à ça, mais je vous invite vraiment à aller sur la page YouTube de Calivi, et on croise les points de vue et d'animateurs et de personnel en résidence autonomie et de bénéficiaires qui, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, évoquent les bénéfices et l'intérêt qu'ils ont eu à suivre ces ateliers, ces séances. Et puis il y a aussi, je voudrais ouvrir l'information sur un nouveau spectacle, puisque je vous parlais tout à l'heure du sondage auquel vous avez participé, qui a évoqué peut-être de nouveaux besoins également en termes de format de prévention. Et on a travaillé et on vous propose un nouveau spectacle de prévention qui est basé sur le cirque. Donc c'est une troupe de deux artistes de cirque qui, d'une manière un petit peu décalée, voire poétique, nous proposent des vrais sujets, des vrais messages de prévention sur la lutte contre la dénutrition, sur la prévention des chutes, avec leur façon de parler, de transmettre des messages. Le spectacle s'appelle « À quelle heure chez toi ?» C'est un spectacle que dorénavant vous pouvez solliciter, nous demander de déployer en résidence. C'est un spectacle qui s'adapte selon vos salles de restauration, etc., soit petit format, grand format. Les 2 artistes arrivent avec tout leur matériel, mais s'adaptent vraiment à l'organisation scénique de la pièce, et donc on est sur un format d'1 heure, c'est un format assez court, et c'est un petit peu une porte d'entrée du programme des atouts de l'âge pour sensibiliser dans un premier temps sur le ton de l'humour et de la poésie sur les 3 principaux sujets qui nous intéressent. Donc je vous invite à aller sur la page YouTube et pour voir donc le film sur les atouts de l'âge, et prochainement, petit teasing pour la suite, le film sur ce spectacle qui s'appelle « À quelle heure chez toi ?»
Donc, du coup, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur le sujet. On vous dit à bientôt. Bel été à vous et surtout, voilà, par rapport à oui, visiblement. Alors, est-ce qu'il y a des questions qui auraient été pensées que vous n'osez pas poser? N'hésitez pas. Profitez de la présence de nos deux experts pour, voilà, pour poser vos questions. De toute façon, quelque chose que je n'ai pas dit non plus, mais le replay de cette présentation, si vous avez eu des soucis avec le son, pour l'entendre, pour se concentrer de ce que j'en vois, elle sera aussi mise à disposition, cette présentation sur YouTube, bien évidemment, comme toutes les autres et comme les prochaines qui arriveront, pour que voilà, vous puissiez. Alors, vous participants, vous aurez accès via Webikeo, et pour le grand public, ce sera aussi disponible sur YouTube de toute façon. Je pense que vu qu'il n'y a pas de questions, on va s'en arrêter là. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci à vous, Joël, pour votre présence. Voilà, n'hésitez pas à surveiller vos newsletters. Si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter des Atouts de l'âge également, via notre site internet Calibi. Et donc, du coup, on aura l'occasion de vous proposer d'autres sujets, d'autres experts. Et on vous dit à bientôt. Bel été à vous!